Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Avant tout, un petit point perso. Alors oui, j'ai survécu à mon anniversaire et il y a toujours un magnifique Tipeee Loliconte pour le cas où vous voudriez aider financièrement le podcast, pour aider sur le paiement d'Ado Loli pour la magnifique couverture de cet épisode qu'elle m'a fait, ou encore d'assurer au Roticha le remplissage de sa gamelle quotidienne, même si parfois elle la mérite vraiment, mais alors vraiment pas. Genre là maintenant, elle est en train de s'amuser sur du papier bulle. Aussi parce que de temps en temps, elle me pète le dos en sautant dessus avec ses presque 8 kilos. Enfin, voilà pour le point histoire perso. L'histoire d'aujourd'hui se présente sous une forme un petit peu différente des autres. Ce n'est pas un conte ni une histoire fantastique, encore que. D'ailleurs, en fait d'histoire, elle tient plus de la chronique de vie quotidienne, mais avec un petit côté fantastique quand même. Je vous laisse juge. Bien entendu, et comme pour toutes les Lolilalouses précédentes, cette histoire n'est pas du tout inspirée de ma vie réelle. Franchement, qu'allez-vous donc imaginer là ? Et oui, elle est totalement issue de mon imagination. Voilà, totalement. Vous faites pas d'idée, hein, j'ai une vie tout ce qu'il y a de plus normal et je ne suis absolument pas la reine de la loose. Et de toute façon, vous n'avez aucune preuve. Ah oui, encore une dernière chose. Je sais, je le dis assez souvent, mais de nouveau, je ne suis pas sûre que cette histoire soit enfant-proof. Il n'y a pas de trash dedans, mais si vos enfants sont impressionnables, il est peut-être mieux que vous l'écoutiez une première fois avant, afin de juger si elle convient à votre progéniture. Parce que je voudrais pas être responsable de terreur nocturne où la chair de votre chair se réveillerait en hurlant et en vous demandant si la voiture familiale est aussi méchante que c'est Chan. Attention qu'à un certain moment dans l'histoire, il y a un klaxon, alors si vous l'entendez et que vous êtes en voiture, ce n'est probablement pas la voiture derrière vous qui a klaxonné. Imaginez des champs à perte de vue. Un ruban d'asphalte serpente entre les parcelles. Blé, betteraves, carottes, pommes de terre. Au petit matin, dans le creux des vallons, le brouillard monte doucement, recouvre le paysage d'une douceur fantasmagorique. Quand le soleil réchauffe de ses rayons mordorés le givre encore présent du petit matin, invite le regard à rechercher le petit peuple dans les méandres des champs en friche. Un petit air de vacances dès que le soleil daigne pointer l'un ou l'autre de ses rayons vers nous. Un air post-apocalyptique dès lors que les nuages bas planent au-dessus des champs et que le tonnerre gronde au loin. J'habite à la campagne, dans une zone où il y a 2 bus, tous les 2 scolaires. Le genre de bus où la capacité de survie d'un adulte normalement constitué est inférieure à celle d'un boson de Higgs, soit 1,56 × 10 exposant moins 22 secondes, ce qui équivaut à moins d'un millième de milliardième de seconde. Autrement dit, pas grand-chose. 2 bus donc. L'un qui passe le matin, enfin quand il le veut bien, et l'autre qui passe en soirée. Quand il ne zappe pas ses arrêts pour déposer les gamins au terminus suite à un ras-le-bol de son chauffeur, parce que les engeances démoniaques que sont ces sales gosses qui sonnent pour faire stopper le bus à tous les arrêts et que personne n'en descend, ça va bien 30 secondes là-haut, hein, on va vous montrer nous qui c'est le chef. À charge aux parents ravis de s'organiser en tournante pour faire du domino Tetris avec les 15 enfants qui s'arrêtent dans le village, pour tous les rentrer dans la bagnole qui n'est pas forcément un monospace. Voilà, imagine, ah oui c'est trop marrant. Enfin, ça c'était avant le coronavirus. La gare la plus proche, elle est à 30 minutes de bus. Oui, celui-là même qui n'a pas besoin de carburant fossile pour se mouvoir, tellement il y a d'énergie, de cris enfantins et d'ados mutants dedans. Alors en fait non, genre plutôt crever en vélo sur la nationale où les gens roulent comme des fous que de prendre le bus. Et même si on trouve à peu près tous les objets de première nécessité dans le village, hein, genre pain et bière, il faut une voiture si on veut se déplacer pour travailler, faire de grosses courses ou simplement avoir une vie sociale. Encore que de nouveau avec le coronavirus, voilà. En plus, le seul supermarché du village a fermé par manque de fréquentation. Il reste une supérette, mais dont les horaires se rétrécissent comme peau de chagrin. Bienvenue dans le milieu néo-rural de 2020-2021. Bon, après, habiter la campagne, ça n'a pas que des désavantages, hein. Tu peux rouler sur les petites nationales entre 2 tracteurs et 3 vieux qui roulent à 30 km/h, ignorant le code de la route, les priorités de droite et les clignotants. Le béret vissé sur la tête et te menaçant de leur canne par la fenêtre ouverte,
si jamais tu as eu l'outrecuidance de vouloir traverser sur le seul passage clouté du village. Et d'ailleurs, les feux de signalisation sont inconnus par là-bas. Non pas parce que personne ne les respecte, mais juste parce qu'ils n'existent pas. Ou tu peux tenter de respecter les limitations de vitesse entre tous ceux qui roulent à tombeau ouvert pour doubler les détracteurs et autres petits vieux, et vu qu'on est tout proche de la frontière linguistique, des ceux qui roulent à 70 km/h tout du long, parce qu'en Flandre, c'est 70 max, alors qu'on est toujours en Wallonie, non d'un lion. Et oui, je dis 70. Mais pour te faire plaisir, je peux aussi dire 70. On n'a pas les vaches ni les chèvres, par contre le nombre de coqs au kilomètre carré est impressionnant, et je ne parle pas que des animaux à plumes. Mais ça mis à part, dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Des couchers de soleil somptueux sur les champs et de chouettes balades à faire. Mais ça n'empêche, même en tant qu'ancienne citadine rompue à la pratique du métro, du tram et de la course après les bus, j'ai dû me résigner à passer mon permis de conduire et à prendre une voiture. C'était en 2008. Et c'est à cause de ça, ou plutôt grâce à ça, que j'ai fait la connaissance de Sechan. Sechan, c'est une Citroën C3, avec une belle boîte manuelle, 5 portes, HDI 1,4 litres, 70 ou 70 chevaux, une couleur entre le mauve et le gris, des rétroviseurs rabattables électriquement comme des petites oreilles, bref, une adorable voiture toute mignonne et qui ne semblait absolument pas démoniaque au premier abord. Quand je l'ai vue, ça a été le coup de foudre instantané. Une petite bouille toute ronde, de la place pour ma grande taille, un grand pare-brise et des bips de recul. J'étais conquise. Enfin oui, à vrai dire, à part son rayon de braquage un peu beaucoup merdique, il faut se l'avouer, et le fait qu'elle était pas facile à garer et lente au démarrage, le reste, je gérais plus ou moins. On en a fait des kilomètres ensemble, quasi 160 000, 4 fois le tour de la Terre. Une brave voiture. Dès que je l'ai vue, elle m'avait susurré son nom, sa personnalité, une voiture vivante. Une fois assise dedans et la clé tournée, j'entendais sa petite voix guillerette. « Let's ride !» Si, je vous assure. Je l'entendais me murmurer des choses à l'oreille. Au début, ce n'était pas très distinct. On aurait pu croire au bruit de soupapes mal réglées, au rodage du moteur ou au fruit de mon imagination. En plus, j'étais nouvelle conductrice. Du coup, peut-être que j'interprétais mal les messages de ma voiture. La première fois, j'ai mis ça sur le hasard d'un GPS mal encodé. C'était au temps où Bruxelles chantait et la cartographie tout public en était à ses balbutiements, et où l'Irlande était une carte totalement vierge, sans aucune route dans les logiciels de GPS. Point de Waze ou de Google Maps, mais des applis payantes pour qui chemin de terre, route de remembrement et national avaient exactement la même valeur. Je ne connaissais pas le coin, on venait de déménager, et je me fiais à mon logiciel hors ligne. J'aurais dû me méfier. Quelque chose dans le bruit du moteur qui ne tournait pas rond. Ce n'était pas le ronronnement des cylindres, non, on aurait plutôt dit un ricanement. Toujours est-il qu'à un moment, alors que je regardais l'écran de mon téléphone à la limite de mon champ de vision, les yeux fixés sur la route, il y a eu comme des parasites. La carte a trembloté avant de se remettre à l'écran et j'ai suivi ses instructions. Je me suis engagée d'abord sur une route asphaltée. Un peu plus loin, elle devenait chemin pavé, qui s'est transformé en chemin de terre rempli de cailloux et de déchets plus ou moins gros. Lentement, concentrée sur ma conduite, j'ai avancé. Il n'y avait pas la place pour faire demi-tour et une marche arrière de presque 2 km, c'était trop pour moi. Quand ça a fait sous la voiture, j'ai compris qu'elle m'avait eu et que c'était mal barré. Elle venait de se plier le berceau avant droit. À ce moment-là, j'ai cru entendre un gros ricanement émanant de son moteur. Oui, ou alors c'était juste le bruit du métal contraint. Qu'à un chaos, on a rejoint la civilisation. Une réparation plus tard, nous étions à nouveau sur les routes. Le temps passe. Ensemble, nous engloutissons les kilomètres.
Chan est une voiture avenante. Elle adore les enfants. Elle leur fait des petits clins de phare. Enfin, c'est-à-dire que ces phares ont une propension à tomber en rade assez facilement. Es-tu déjà parti de chez toi un matin avec les phares en parfait état de marche pour revenir de nuit, sous la pluie, à l'aide du seul anti-brouillard avant-gauche fonctionnel parce que tout le reste a décidé de se mettre en rade? Non? Eh ben, t'imagines pas la chance que tu as. Parce que moi, oui. Entre les rafales de pluie et le vent qui tentait de nous jeter sur le premier arbre venu, j'étais en symbiose parfaite avec ma voiture pour rester sur la route. Nous roulons toujours. C'est un beau jour de fin d'été. Nous sommes 3 dans Chan. Les 2 filles et moi. La route déroule devant nous son ruban d'asphalte. Le blé frémit dans une douce brise et l'airco fonctionne à fond pour pallier aux 32 degrés extérieurs. J'ai bien trouvé au démarrage que le moteur se comportait différemment. Comme si Chan me préparait un mauvais coup. Mais c'est une voiture si gentille, si serviable, que j'ai mis ça sur le coup d'une franche paranoïa. Ah ça, si j'aurais su. La nationale, bien droite devant nous. Je sors du village, passe le Dodane et là, patatras. Un gros bruit et la voiture chasse tout à coup à gauche. Coup de violent à droite pour éviter le tracteur, R se rabaisser qui arrive devant nous. Je vois les pointes frôler la carrosserie mais maintiens la voiture plus ou moins droite. Heureusement, je m'étais maté toutes les destinations finales le week-end précédent. Je le voyais venir gros comme une maison. Coup de chance. À quelques centaines de mètres de là, se trouve un parking le long de la nationale sans bande d'arrêt d'urgence. Volant braqué totalement à droite, à moins de 10 km/h, je nous y précipite. Enfin, en toute relativité, ça a pris très longtemps à serrer les fesses très fort et à se faire klaxonner puis dépasser malgré la ligne blanche continue. Par les gens derrière pour qui une voiture qui penche à gauche, allume ses pneus, a les feux de détresse allumés et est manifestement en difficulté, ce n'est pas une raison suffisante pour se poser des questions. Finalement, garé sous le cagnard, un coup d'œil à la voiture m'apprend ce que je savais déjà. On ne pourra pas repartir. Je sentais l'aura de déception de Chan. Le bruit du moteur refroidissant faisait penser à un vague « caramba, encore raté !» murmuré dans le cliquetis des soupapes. Un dépannage plus loin, le verdict. C'est un coup de l'amortisseur. Le garagiste, les mains tachées de cambouis, me l'a bien expliqué. « Ah mais ouais, c'est le ressort d'amortisseur qui est mort, ça ma petite dame. C'est une faiblesse bien connue sur ce véhicule. D'habitude, ça arrive à l'arrêt. Vous n'avez pas eu de chance, c'est tout. » Bien vu. 10 km plus loin, je montais sur l'autoroute. Qu'est-ce que ça aurait été rigolo, dis donc, d'avoir le même problème à 120 km/h plutôt qu'à 30. Quand je l'ai récupérée réparée quelques jours plus tard, elle me regardait d'un air boudeur. C'est là qu'ont commencé ces petits problèmes électriques. J'ai commencé à la regarder avec méfiance, surtout quand elle a esquissé un début de rébellion. Se verrouiller, déverrouiller sans raison, ou refuser de se verrouiller, ou de se bloquer. Je ne compte plus le nombre de fois où ouvertement elle s'est moquée de moi en me refusant d'ouvrir son coffre alors que toutes mes affaires étaient à l'intérieur. Va-t-on expliquer à ton patron que tu ne sais pas bosser parce que ta voiture retient ton ordinateur portable en otage? Ouais, pas très crédible, hein. Ou que, en plein quartier craignos, ton coffre évidemment plein jusqu'à la gueule, elle s'obstinait à se déverrouiller parce que d'après elle, une portière était mal fermée, alors que tu les avais toutes convenablement claquées plusieurs fois très violemment après son refus de verrouillage. Les voisins, entre-temps, s'étaient habitués à ma douce folie, c'est-à-dire m'entendre parler à ma voiture, soit en la suppliant de s'ouvrir ou de se fermer, soit en l'injurant d'imprécations pour qu'elle fonctionne correctement. L'un comme l'autre ont été reçus comme lettres mortes. Et puis, le frein à main a commencé à montrer des signes de faiblesse. Heureusement, ma voiture est une manuelle. Dans le pire des cas, je pouvais mettre la première, bien que la grille du levier de vitesse était de temps en temps un peu dure de la feuille. Et évidemment, un jour, elle en a profité. Garée dans une descente, avec la première enclenchée. Je sors de la voiture. Impression de vertige. Ah bah non, en fait, c'est la voiture qui bouge, et elle descend toute seule, avec les roues qui n'étaient pas droites. Il y avait un poteau entre elle et moi. J'ai à peine eu le temps de faire un saut de côté, senti ses pneus sur mes chaussures renforcées, et puis j'ai couru, ouvert la porte avant qu'elle ne se retrouve seule et à bonne vitesse sur la nationale.
Je n'ai jamais fait tourner la clé dans le contact aussi vite, ni sauter sur un frein aussi rapidement. Plus de peur que de mal. Voiture et moi-même sommes indemnes. Mais je sens dans ses rétroviseurs rabattables toute la déception de son acte raté. Je t'ai déjà raconté dans un autre Le Lila Loose la fois où cette rosse s'était verrouillée avec les clés sur le contact et où j'ai dû forcer ma propre bagnole sous l'œil goguenard du policier qui passait justement par là à ce moment, comme les 3/4 du village, parce que, pourquoi pas dans le fond, hein. Puis il y a eu cette fois où, lors d'une crevaison lente, elle a décidé de s'éclater le pneu arrière droit sur l'autoroute, tout pile au milieu de 2 sorties. J'étais tellement crispée que j'en ai eu des courbatures pendant plusieurs jours après, tellement j'ai cru que cette fois-là, elle allait réussir à me tuer. Je sais bien qu'à ce stade, tu te demandes pourquoi je n'ai pas fait au choix un exorcisme, changer de voiture ou encore autre chose, mais je te ferai dire que de 1, ça coûte cher une voiture, et que de 2, c'était pas Setchan qui allait gagner, non mais oh. De multiples gris-gris plus tard, avec imposition du vilebrequin et prière à chaque divinité et saint tutélaire des voitures et autres causes perdues, nous revoilà sur les routes. C'est à ce moment-là que sa direction assistée a décidé de me lâcher. En plein virage en épingle à cheveux. Et là, d'un coup, j'ai compris pourquoi les gens étaient si musclés avant l'apparition de la direction assistée. Parce que c'est ultra dur à tourner un volant en fait. Après m'être renseigné sur le coût de réparation de la voiture, sur les différents trucs à changer, et sur le fait que peut-être qu'elle était vraiment démoniaque, c'est la mort dans l'âme que je m'en suis séparée. Au profit d'une petite Ford Fiesta fort avenante nommée Nanamo-chan. Voiture qui réserve déjà sa plus belle portière à la Portin qui lui manque de respect, et qui a déjà fait pleurer au moins une fois chaque enfant. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle assomme les gens avec sa portière. Mais tout va bien, hein, je gère. Elle est gentille, Nanamo-chan. Enfin, je crois. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final, c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement Je compte jusqu'à toi, ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.